Bonjour à toutes et à tous, je suis Gauthier M, je suis le directeur développement d'Iomani et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de private equity. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions réservées à des investisseurs institutionnels. On est attentif à la qualité de l'offre, on est perdu dans un maquis aussi d'offres sans trop savoir comment adresser ce sujet. Et dans ces temps politiques, financiers, complexes et perturbés, on a besoin d'une boussole. Et quelle meilleure boussole que notre partenaire Altaroc. L'occasion pour moi de vous présenter Frédéric Stollard. Frédéric, je vais te laisser te présenter. Peut-être simplement en parlant du private equity chez Iomani, nous, notre sujet, ce sont les ETF. C'est un sujet qu'on maîtrise bien. On s'intéresse de près au private equity, mais ce qu'on cherchait, c'est un partenaire de confiance. Et donc, on n'a pas été avare de filtres pour trouver ce partenaire de confiance. Et il y a quelques années, la réponse s'est très vite imposée, c'est Altaroc. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, on a cet événement. Frédéric, je te laisse peut-être te présenter, revenir un peu sur la genèse de notre partenariat. Tout à fait, Gauthier. Alors, je me présente, donc moi, Frédéric Stollard, je suis le directeur général d'Altaroc et un des deux fondateurs. En termes de parcours, Gauthier, moi, je viens du monde du private equity institutionnel, donc je n'ai fait que du private equity dans ma vie. J'ai une formation d'ingénieur à la base, j'ai fait l'école centrale à Paris. J'ai ensuite travaillé au GIAT Industrie comme ingénieur de l'armement. Je suis ensuite parti aux US faire un MBA à la Wharton Business School. Je suis rentré fin 90 en Europe et depuis, je travaille dans le private equity. J'ai démarré ma carrière en PE chez Apax, qui était déjà un grand fonds de private equity européen. J'ai passé 4 ans chez eux. J'ai ensuite été recruté par Warburg Pincus, qui est un des plus grands fonds US de private equity à Londres. J'ai passé 8 ans à Londres chez Warburg Pincus. Et puis en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles. Une famille belge qui s'appelle la famille Albert Frère, une famille québécoise qui s'appelle la famille Paul Desmarais. Ces 2 familles avaient envie de monter un nouveau fonds de private equity sur un format industriel. Donc, c'était un fonds de LBO, mid-market hands-on. Donc, on avait pour ambition, si tu veux, d'acheter des sociétés de taille moyenne qui valaient entre 100 et 500 millions, de les aider à se développer et surtout d'apporter à ces ETI, je dirais, ou ces PME, évidemment du capital, mais aussi le bénéfice de l'expérience des familles qui me finançaient. Donc, le mandat que m'avaient donné Paul Desmarais et Albert Frère, c'était de monter un tour de table de grandes familles industrielles capables de nous apporter capitaux et expertise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, le premier fonds, je l'ai levé avec 25 familles industrielles francophones, chacune apportant son expertise. Dassault dans l'aéro, Peugeot dans l'auto, Mérieux dans la santé, Bettencourt dans les cosmétiques, Arnaud dans le luxe, Bouygues dans la construction. On a réuni 25 familles très influentes qui étaient passionnées par le concept d'accompagner des ETI championnes et de les aider à rayonner au-delà de leur périmètre de jeu naturel pour les aider à changer de braquet. Donc, le mandat du fonds Sagard, puisqu'on a appelé le fonds Sagard, le mandat de ce fonds Sagard à l'époque, c'était d'accompagner une ETI championne régionale et d'en faire une championne nationale, européenne ou mondiale, si la taille du marché le permettait, si tu veux. Voilà, j'ai recruté une petite équipe de 50 personnes, j'ai levé 3 fonds, un premier fonds de 600 millions d'euros en 2001, un deuxième fonds d'1 milliard en 2006 et un troisième fonds d'1 milliard en 2013. On a racheté 38 plateformes et autour de ces plateformes, on a fait pas mal de consolidation. Donc, j'ai déployé 2,6 milliards de capitaux de nos familles investisseurs. Avec ça, j'ai mis un peu d'effet de levier. Et puis, on a acheté pour à peu près 10 milliards de valeur d'entreprise. Et sur les 2,6 milliards qui m'ont été confiés, j'ai rendu, parce que c'est quand même ça le benchmark par lequel on est jugé à la fin dans ce métier, la performance, j'ai rendu 22% de retour net moyen par an tous les ans pendant 20 ans. Et j'ai rendu 2,3 fois la mise nette aux investisseurs sur les 2,6 milliards. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 20 ans. Sur les 38 plateformes, j'en ai conduit plus de 20 moi-même. Donc, grosse expérience opérationnelle pendant 20 ans. Je suis parti de chez Sagard il y a 4 ans parce que j'avais envie d'une aventure dans laquelle mon intérêt au capital serait plus aligné avec mon engagement opérationnel. Je vais dire ça élégamment comme ça. Donc, j'ai fait un parcours magnifique avec toutes ces familles. Elles ont été fantastiques. Elles nous ont accompagnés dans les meilleurs moments et dans les moments les plus compliqués. Et je pense que je suis parti en très bon terme avec tout le monde, mais il n'y avait plus assez d'equity upside pour moi dans la société de gestion pour que j'ai encore envie à 54 ans de m'engager à fond dans ce projet. Donc, je suis parti avec l'idée de monter quelque chose d'un peu différent. J'avais créé Sagard de zéro et c'est un des très bons fonds français de private equity mid-market. J'avais envie de créer quelque chose de nouveau en étant l'actionnaire de référence de la société de gestion. Et moi, je suis parti, si tu veux, d'un constat très simple. J'étais client de
de 3 grandes banques privées. Je n'étais pas client de Yomoni à l'époque parce que je ne connaissais pas encore Yomoni. J'étais client de 3 grandes banques privées. Aucune n'offrait de private equity, aucune solution de private equity dans ces banques-là. Premier constat. Et deuxième constat, si tu veux investir dans un fonds, on en reparlera de la notion de quartile, dans un fonds de la Ligue 1 de private equity mondial, j'expliquerai après comment ça marche. Le ticket d'entrée est à minimum un ticket de 20 millions parce que ces grands fonds de private equity ne parlent pas aux clients privés, ils ne les intéressent pas. En tout cas, jusqu'à l'avènement d'acteurs comme nous, ils ne les intéressaient pas, ils ne s'intéressent qu'à des grands instituts. Et donc, si tu veux te faire un portefeuille diversifié de 6-7 gérants, chaque année, il faut être capable d'avancer 140, 150 millions. Tu veux faire un peu de co-invest, il faut 200 millions. Il n'y a pas beaucoup de clients privés capables d'engager chaque année 200 millions d'euros dans du private equity. Il faut des équipes, il faut des ressources, il faut des réseaux. Pratiquement impossible à faire, sauf à être extraordinairement fortuné, ce qui était le cas des 25 familles qui m'ont accompagné chez Sagard, mais ce qui est le cas d'une poignée de familles en France, si tu veux. Donc, je me suis dit, en fait, il y a un besoin de marché ici. Il faut fabriquer une offre clé en main. Et donc, le rêve de Altaroc 1.0, c'était, sachant que le ticket réglementaire en France, c'est 100 000 euros. L'AMF t'impose, si tu veux investir en private equity, alors en dehors de l'assurance vie française, on en reparlera. Si tu veux investir dans du private equity, le ticket minimum, c'est de 100 000 euros. Donc, le rêve d'Altaroc 1.0, si tu veux, c'était de permettre à Gauthier, à partir de 100 000 euros, d'avoir un portefeuille de qualité institutionnelle clé en main, de qualité équivalente, voire meilleure à celui des 25 familles qui m'ont accompagné pendant 20 ans, sachant que ces familles, elles investissent entre 300 millions et 3 milliards par an en private equity, qu'elles ont des équipes dédiées de 5 à 50 personnes juste pour le private equity. Et l'idée, c'était que Gauthier puisse faire ça à partir de 100 000 euros sur un portefeuille de qualité équivalente, voire meilleure, de façon extrêmement simple à travers Yomoni. Voilà, ça, c'était le projet Altaroc 1.0. Donc, si tu veux, si je me projette un peu dans notre présentation, j'ai présenté ce concept ambitieux à Maurice Chéniaud, qui est un des pionniers du private equity européen, qui est un autre jeune entrepreneur du private equity. Donc, Maurice alors, j'ai travaillé pour Maurice il y a 35 ans. Il était un des cofondateurs d'Apax. Donc, lui, il a créé Apax en 72, en sortant d'Harvard avec 2 autres camarades de classe. Ronald Cohen à Londres et Alan Patrick Goff à New York. Ils ont créé Apax. Il l'a co-présidé pendant presque 45 ans. J'ai travaillé pour lui de 90 à 94, donc on se connaît très bien. Et Maurice étant un des vétérans de l'industrie, je suis venu lui présenter mon projet il y a 4 ans en lui disant « Maurice, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Maurice m'a dit « C'est fantastique. C'est vraiment très innovant et donc faisons-le ensemble, m'a-t-il dit, sachant que pour la petite histoire, Maurice a fait 45 ans à Pax et là, il a évangélisé les institutionnels mondiaux sur les vertus du private equity, mais en parallèle, si tu veux, Gauthier, dès 1992, Maurice a eu l'idée d'ouvrir le Private Equity Institute Retail. Il a créé une holding cotée en bourse qu'il a appelée Altamir. Il a levé 10 millions d'euros chez Altamir avec comme idée de permettre aux investisseurs privés qui lui auraient fait confiance dans cette holding cotée de faire du co-invest à côté d'Apax. Donc, Altamir co-investissait aux côtés d'Apax. Chaque fois qu'Apax vendait une société, la quote-part d'Altamir n'était pas distribuée aux investisseurs finaux, mais la quote-part des produits d'Altamir était réemployée dans une espèce de 150 OBTR géants, si tu veux, de recyclage. Et donc, les gens trouvaient leur liquidité non pas par des distributions, mais par la cotation boursière sur Euronext. Donc, le concept était très innovant. À l'époque, ça s'appelait une holding diversifiée de private equity. Aujourd'hui, c'est un nom beaucoup plus sexy. Ça s'appelle un fonds evergreen de private equity. Mais Maurice en a été l'inventeur. Et les 10 millions d'euros de fonds propres qu'il a levés, 60 millions de francs, sont devenus 1,4 milliard de neuf. Et entre-temps, il a distribué à peu près 400 millions de dividendes. Donc, il avait démontré, si tu veux, avec un gérant qui était Apax, un prisme très franco-français, qu'on pouvait faire des choses sur la durée qui étaient très puissantes en private equity. Et quand je lui ai présenté mon concept Altaroc, il m'a dit, en fait, c'est la version moderne d'Altamir. Faisons-le ensemble. Donc, je lui ai acheté un bout important du capital de la société de gestion, parce que Altamir était piloté par une société de gestion qui s'appelait Amboise. J'ai acheté un bout du capital d'Amboise, je suis devenu le directeur général d'Amboise. J'ai développé au sein d'Amboise la deuxième jambe d'Amboise. Donc, tu avais la jambe Altamir qui était la jambe historique, canal historique coté, et puis la jambe Altaroc qui était le non coté. Et puis, avec le temps, la jambe Altaroc est devenue plus grosse que la jambe Altamir. Donc, on a renommé la société de gestion Altaroc Partners. Donc, aujourd'hui, on est 3 ans et demi plus tard. On a donc 2 activités au niveau de la société de gestion dont je suis le DG, Maurice le président. On a l'activité canal historique, on pilote un evergreen coté en bourse, qui est un des meilleurs fonds evergreen européens de private equity. Et puis, on a l'activité portefeuille Altaroc dont je vais parler. Voilà. Donc, moi, j'ai rejoint Maurice il y a 3 ans et demi. Alors, pour faire simple, on a passé à peu près 1 an, enfin, j'ai démarré tout seul. J'ai passé à peu près 1 an à bâtir une plateforme technologique assez disruptive parce que je voulais vendre par des CGP et des multi-FO et peut-être un jour des banques privées notre offre. Et le private equity est un produit d'instit très peu comestible aux clients privés. Donc, on a passé 1 an à bâtir la plateforme technologique pour que tout soit simple et fluide. Je voulais à l'époque, et je veux toujours être la love brand, si tu veux, du back-office
d'un Yomoni, par exemple, et c'est compliqué. Donc, on a passé un an à bâtir une plateforme tech assez disruptive. Je suis parti sur la route, lever mes premiers fonds début 22. On est 3 ans plus tard. On a levé 1,4 milliard. On a 9000 clients finaux. J'ai recruté 70 personnes. On collecte à peu près 500 millions par an en private equity en France, c'est-à-dire plus que toutes les banques françaises réunies. Donc, on a vraiment ouvert la voie à un marché nouveau qui est le private equity de qualité instit dans un portefeuille de qualité instit, clé en main à partir de 100 000 euros. C'était ça l'innovation première. Maurice et moi sommes des investisseurs très importants dans nos produits. Donc, chaque année, Maurice et moi investissons 33 millions d'euros à nous deux dans chacun de nos millésimes. Gauthier, donc c'est important. Je sais que c'était un élément important pour Yomoni, l'alignement vertueux d'intérêt. C'est ce que Sébastien me disait. Donc, on est, Maurice et moi, très alignés. On paye les mêmes termes et conditions que nos clients et on est les premiers clients chaque millésime. Ça veut dire, en pratique, parce que je sais qu'il y a des questions, ça veut dire qu'on a investi, Maurice et moi, sur 4 millésimes, 132 millions. Donc, on est très engagés. On a beaucoup de skin in the game, si tu veux, sur nos produits. Voilà. Et on a ouvert, pour finir l'an passé, et j'aurais fini le petit topo, on a ouvert 6 nouveaux pays l'année dernière. On a ouvert la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, l'Italie, et on ouvre maintenant l'Allemagne et le UK. Voilà. Avec cette ambition d'apporter 60 ans d'innovation institutionnelle de private equity à des clients privés par le biais de partenaires premium comme Yomoni. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Alors, il y a marqué 1 milliard sur la presse parce que cette presse date du début du millésime 24, mais entre-temps, on a levé 400 millions de plus, donc on est à 1,4 milliard. Voilà. Et on est à 9000 investisseurs. Voilà, c'est ça dans une société qui va vite. Donc, ça te donne un peu une idée de qui on est, d'où on vient. Et voilà, on a cette ambition de disrupter le private equity instit en ouvrant la voie à des clients privés pour qu'à partir de 100 000 euros, ils puissent faire ce que des grandes familles très fortunées ou des grands institutionnels faisaient avant à partir de 300-400 millions, voire 10 milliards. Voilà, donc ça, si tu veux, c'est le rêve et l'ambition. Si tu me permets, je vais voilà, alors on a eu beaucoup de prix parce qu'on a été élu meilleure société de gestion de l'année, on a gagné pas mal de prix, on a beaucoup disrupté le private equity. Je vais peut-être passer directement, pour ceux qui ne sont pas familiers de la classe d'actifs, à un petit zoom sur ce qu'est le private equity, Gauthier, si tu veux bien. Donc, ça consiste à investir dans des sociétés non cotées. Alors, private equity, ça tire son nom. Private equity s'oppose à public equity. Tous les termes viennent de l'anglais. On me demande souvent d'enlever les anglicismes de nos présentations. Mais si tu veux, l'écosystème PE est né aux US il y a 60 ans. Et c'est compliqué parce que tous les termes sont traduits de l'anglais. Donc, private equity s'oppose à public equity. Public equity, c'est l'investissement dans des actions détenues par le public, dont du côté. Private equity, c'est l'investissement en main privée. Alors, on fait tous un peu de private equity. On a tous investi dans la société de son frère, son cousin, un ami. Ça, c'est une fraction du marché. Le gros du marché, c'est le monde instit qu'il a industrialisé. Ce sont des banques, des compagnies d'assurance vie, des fonds de pension, des fonds souverains, des mutuelles qui confient des capitaux dans le cadre de fonds fermés qui ont à peu près 10 ans de durée de vie à des gérants, à des sociétés de gestion de private equity avec une ambition. Investir au capital de sociétés non cotées, ça peut être majoritaire ou minoritaire. L'horizon moyen de détention, c'est 5 à 7 ans et typiquement, le gérant va mettre à peu près 5 ans pour déployer son fonds. Il détient les participations en moyenne 5 ans, donc les fonds vivent en moyenne, on va dire 10 ans. Et l'ambition des investisseurs, elle est double, je dirais. C'est d'apporter des capitaux à des sociétés de l'économie réelle, des ETE, des PMI, et de les aider à croître par le biais du gérant. Donc la mission du gérant, c'est d'aider les sociétés à se développer plus vite. Et évidemment, la deuxième mission du gérant, c'est à horizon 5-7 ans, vendre les participations et, je dirais, distribuer le capital plus une plus-value aux assureurs et aux fonds de pension pour qu'ils puissent financer à leur tour, je dirais, les retraites long terme ou les produits d'assurance vie qui financent l'économie réelle sur la durée. Donc, l'ambition du gérant de private equity, c'est d'accompagner sur une durée de 10 ans des sociétés pour les aider à croître, les aider à améliorer leur marge et ultimement les vendre. Voilà, donc si tu veux, ça c'est la raison d'être. Alors, un point important sur la mission dans ma vie d'avant, Gauthier, j'étais le patron d'un assez gros fonds de private equity et la mission que m'avaient confiée Paul Desmarais et Albert Frère, c'était Frédéric, tu as 20 ans devant toi, on aimerait que tu bâtisses un des tout meilleurs fonds directs de private equity français, belge et suisse, donc francophone. C'est ce que j'ai fait. Là, il a fallu 20 ans pour ça. Là, la mission d'Altaroc, elle est différente. Elle est un peu plus prétentieuse, si tu me permets. C'est de permettre aux clients de Yomoni, à partir de 100 000 euros, d'avoir le meilleur portefeuille de private equity au monde. Je ne pourrais pas faire ça en direct. Personne n'est le meilleur investisseur de private equity au monde en direct. C'est pas possible. Personne n'est le meilleur dans toutes les géographies. Personne n'est le meilleur sur tous les secteurs. Donc, si tu veux construire
une approche comme celle-ci, tu dois bâtir un portefeuille de fonds. Et donc, en fait, mon nouveau métier et le nouveau métier de mes 70 collaborateurs, c'est d'aller chercher dans toutes les géographies, sur des verticales que je vais décrire, les meilleurs gérants du monde pour essayer de construire le meilleur portefeuille du monde. Voilà, donc ça, c'est important. Maintenant, pour que les gens comprennent bien, alors, on entend souvent parler d'actifs privés, de private assets. Donc ça couvre plein de choses, dont le private equity. Donc dans le private asset, tu as la dette privée, tu as l'IMO privé, tu as l'infra privé, tu as l'impact privé. On ne fait pas tout ça, nous. On fait le capital privé, le private equity, le capital investissement. Et au sein du capital investissement, tu as 4 verticales, Gauthier. Je vais en parler 2 minutes. Et ces 4 verticales dépendent, donc c'est l'investissement en equity au capital, et ça dépend un peu de la maturité de l'entreprise sous-jacente, si tu veux. Donc quand tu accompagnes des sociétés jeunes qui sont à très fort potentiel de croissance, un concept, un produit, une techno qu'un entrepreneur vient présenter à un financeur, c'est ce qu'on appelle le venture capital. Ça consiste à ce qu'un fondateur ou une fondatrice aille voir un fonds en lui disant j'ai un produit, un concept, une techno, un service révolutionnaire, financez-moi. Donc un jour ça a été Amazon, Airbnb ou Nvidia si tu veux. Et cette activité-là, elle est fantastique, elle est hautement risquée, elle est statistique aussi, les gens ne le réalisent pas, c'est qu'un bon fonds de venture capital, il va malheureusement devoir investir, donc un fonds qui vit 10 ans va devoir investir dans 150 lignes parce que le taux de casse est très important si tu veux sur ces jeunes pousses. Et en moyenne, les meilleurs fonds américains ont un taux de perte de 50%. Donc en moyenne, la moitié des sociétés font faillite. Enfin, c'est pas tant qu'elles font faillite. Le concept s'avère inefficace si tu veux, il n'est pas porteur. Le proof of concept est fermé au bout de 5 ans. Au bout de 10 ans, donc 50% du portefeuille a été fermé à perte. 30% du portefeuille a été vendu au prix de revient. Et donc la question, au bout de 10 ans, je t'ai rendu 30 cents sur le dollar. La question, c'est est-ce que les 20% des sociétés qui sont censées être les pépites vont faire 2 fois, 5 fois ou 100 fois la mise? Tu ne le sauras pas en année 10. En général, le fonds de venture vit 17 ans et demi. Il demande des extensions importantes parce que pour faire mûrir les pépites, ça prend plus de temps. Et donc, si tu veux, cette volatilité et cette duration, à notre avis, sont pas adaptés à des clients privés. C'est un profil de risque qui ne correspond pas à des clients privés. Je dis pas que le venture est inintéressant. Il est très intéressant pour un grand instit qui a un portefeuille très diversifié et qui est prêt à accepter ce taux de perte. Lorsque les sociétés sont plus mûres, qu'elles font, je dirais, 40 millions de chiffre d'affaires, euros ou dollars, qu'elles sont encore en hypercroissance, elles ont besoin pour recruter 50, 100 vendeurs pour se développer à l'international, de lever des capitaux complémentaires. Elles vont aller les chercher auprès de fonds minoritaires qu'on appelle les fonds de growth equity en anglais ou de capital développement en français. Et si tu veux, ces fonds vont apporter de l'expertise. Ils ne seront pas majoritaires, donc ils ne pourront pas mettre d'effet de levier sur leur acquisition. Donc on est sur des deals qui sont très purs, sans leverage. Toujours aux côtés des fondateurs en général. Donc c'est le fondateur ou la fondatrice qui continue à faire croître sa société. Avec des fonds de growth, c'est une activité, alors en moyenne dans un fonds de growth, tu as entre 40 et 50 lignes, beaucoup moins de casse, activité très intéressante, ça représente un tiers de notre portefeuille, les fonds de growth. Ensuite, tu as l'activité la plus connue, le LBO, le leverage buyout, ça consiste à accompagner des sociétés un peu plus mûres, elles sont plus en hypercroissance, elles ne croissent plus à 50% par an, mais plutôt à 10-20% par an si tu veux. Elles ont atteint une rentabilité normative qui est meilleure parce que quand je recrute 100 vendeurs, j'ai du mal à les amortir dès la première année, parce que je suis en hypercroissance, alors que là, quand je crois à 15-20% par an, ma rentabilité est beaucoup plus normative. Donc là, le fonds de private equity est majoritaire, les sociétés sont beaucoup plus rentables, la croissance est moins consommatrice de CAPEX et de BFR, donc je peux mettre du levier, et donc si tu veux, c'est un marché où les fonds de private equity rachètent la majorité du capital, avec recours à l'effet de levier, donc leverage buyout, ça veut dire acquisition avec recours à l'effet de levier, ça représente 2 tiers de notre portefeuille, et un fonds de LBO, il y a en général une vingtaine à une trentaine de lignes dedans. Ça, c'est les deux tiers de notre portefeuille. Et enfin, il y a une activité qu'on ne fait pas, qui est ce qu'on appelle le retournement, le turnaround equity. Ça consiste par des fonds de private equity à s'associer à des managers très expérimentés pour acheter des sociétés qui ont eu des heures de gloire et qui sont en difficulté, comme Bernard Tapie le faisait en son temps, si tu veux. Tu les rachètes à la barre du tribunal ou en plan de continuation ou en difficulté. Tu la payes pas très cher. Tu remets beaucoup de capitaux dans les usines, dans les CAPEX, dans les people, dans le BFR. C'est une activité qui est très risquée aussi parce que malheureusement là, sur un fonds, alors c'est risqué à 2 égards si tu veux. C'est que c'est très consommateur en bande passante des partenaires du fonds, ils sont très impliqués aux côtés des managers et donc tu ne peux pas diversifier ton fonds parce que tu n'as pas la bande passante des équipes pour le faire. Typiquement, tu as 8 à 10 lignes par fonds, tu en as 4 qui vont faire faillite sous 5 ans, tu en as 3 ou 4 qui vont rendre la mise et sur 2 à 3 lignes, tu feras ou pas la performance du fonds. Là aussi, c'est un profil risk-return qui, à notre avis, n'est pas adapté à des clients privés. Donc nous, si tu veux, on est sur le growth equity pour 1 tiers et sur le buyout pour 2 tiers.
Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir en private equity? Après, je te montrerai qui investit de façon significative en private equity. Alors, je vais dire une chose, il y a des raisons poétiques qui font que les gens s'intéressent au private equity. Quand je dis poétique, c'est des raisons de sens, si tu veux. Tu accompagnes des ETI, des PME, de l'économie réelle que tu peux toucher du doigt, tu veux suivre leur plan. Tu finances la croissance, l'emploi, la digitalisation, la création de champions, l'internationalisation. Donc tout ça, j'appelle ça des raisons poétiques, le mot est mal choisi. C'est des raisons un peu émotionnelles. Tu as envie d'accompagner et de donner du sens à tout ce que tu fais. C'est extrêmement important, mais c'est pas vraiment la raison qui motive les grands instituts, si tu me permets. Les grands instituts, alors c'est une des raisons qui motive les clients privés très fortement, mais les instituts, il y a 3 choses qui les motivent, Gauthier. La première, c'est la taille du marché. Si tu veux, quand tu regardes les ETI qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, dans le monde, 94% sont non cotés. Seuls 6% sont cotés. Ça veut dire, si je fais simple, qu'il y a 20 fois plus de sociétés non cotées que cotées, au-delà de 100 millions de dollars. Et aussi, le monde des sociétés cotées ne fait que se rétrécir en taille. Si tu veux, les marchés cotés sont beaucoup plus contraignants, beaucoup plus exigeants en termes de reporting en Europe et aux États-Unis, notamment sur l'ESG. Donc, si tu veux, aux États-Unis, sur 20 ans, le nombre de sociétés cotées a été divisé par 2. Les gens ne le réalisent pas. Donc, l'univers de chasse d'un investisseur coté, il est quand même très restreint. Donc, l'univers de chasse de l'investisseur non coté, il est 20 fois plus grand. Donc, les plus belles pépites du monde se trouvent dans le non coté. C'est là que le terrain de chasse est le plus attractif. Alors, évidemment, en valeur, 94% de la valeur est captée par les sociétés cotées parce que tu as les fameuses Magnificent Seven. Mais si tu enlèves ces sociétés-là, je dirais le terrain de chasse est bien plus fertile dans le non coté qu'il ne l'est dans le coté. Donc, ça, c'est la raison 1, si tu veux. La raison 2, c'est évidemment la perf. Donc, quand tu compares, alors il y a des contraintes évidemment en private equity, Guillaume, c'est que ton capital est illiquide pendant 5 ans et tu commences à recevoir des fonds à partir de la 4e et de la 5e année. Ton capital te sera remboursé en année 7 et ta plus-value intégralement remboursée en année 10. Mais tu as un avantage évidemment sur les marchés cotés, ils sont liquides tout le temps, en tout cas sur les grands marchés cotés, donc tu peux rentrer sortir à ta guise. Il y a une prime de liquidité évidente. Dans le private equity, il y a une prime d'illiquidité, on va en parler. Donc, si tu veux, si tu acceptes cette illiquidité intrinsèque au private equity, et le temps long est fondamental dans le monde du private equity, tu es rémunéré pour ça. Et donc, il y a un graphe que j'aime bien ici, c'est que sur 20 ans, le MSCI a livré 7,9%, le private equity, avec les dividendes, et les marchés cotés ont livré 13,5% en moyenne. Donc, si tu veux, tu as en moyenne, je dirais, 700 bips, 7% d'écart. C'est pratiquement du simple au double, Gauthier, entre les marchés cotés et le PE, en moyenne, net de fees et de carry. Alors, les gens réalisent pas bien. Parfois, ils disent, mais ce n'est que 7% d'écart. Oui, mais sur 20 ans, l'écart est colossal, si tu veux, parce que 7,5% sur 20 ans, ça fait 3 fois et demi ta mise. 13,5% sur 20 ans, ça fait 12 fois et demi ta mise. Donc, l'écart de performance est considérable. Et là, je compare la moyenne des marchés avec la moyenne du private equity. On n'est pas sur la Ligue 1 dont on parlera tout à l'heure. Donc, évidemment, la surperformance permise par le temps long et la gouvernance active du private equity est un élément de motivation majeur quand tu choisis cette classe d'actifs. Le troisième élément qui motive les investisseurs à investir en PE, c'est il y a 2 choses, c'est moins volatile que ne le sont les marchés cotés. Donc, le client de Diomoni qui a investi dans un ETF en 2022, il était inquiet. En 2023, il était très, très content, mais il y a de la vol. Tu vends ça aussi, hein. S'il y a de la perf, il y a de la vol. En private equity, il y a beaucoup moins de vol. Donc, le client, les institutionnels te disent que le client dort mieux avec un portefeuille de private equity qu'avec un portefeuille non coté. Et pour l'illustrer, ce qu'on a présenté ici, Olivier et moi, on vous a mis 22 ans de perf moyenne mondiale du private equity. La stat, c'est Preqin, qui est c'est PitchBook qu'on a pris ici, qui est un peu la référence institutionnelle de la database de PE. Et quand tu regardes la performance ici, ce qu'elle mesure, je vais le mettre en grand format, si tu me permets, comme ça les gens le verront encore mieux. Ça te va comme ça, Guillaume? Ouais, c'est parfait, Frédéric. Ouais, donc si tu regardes ici sur les 20 ans passés, si tu veux, si tu regardes le millésime 2005, ça mesure la performance en TRI, donc à 8,5 net, de millésime 2005, c'est la performance de tous les fonds qui ont été levés en 2005 dans le monde. Voilà. C'est le plus mauvais millésime sur les 22 ans passés, c'est le millésime 2005. Il a livré 8,5% de TRI net de frais et il a livré 1,55 fois la mise nette. Alors, c'est évident que sur les marchés cotés, tu as eu des millésimes beaucoup plus difficiles, tu as eu des millésimes en moins 40, tu as aussi eu des millésimes à plus 30, donc tu n'as pas cette vol sur le private equity. Et pourquoi est-ce que 2005 était un mauvais millésime? Parce que les fonds ont déployé sur 5 ans, entre 2005 et 2009, on va dire,
juste avant la grande crise financière la crise de Lehman. Et ils ont malheureusement vendu entre 2009 et 2014 au pire du marché. Donc, pour un millésime qui a acheté en haut de cycle et qui a vendu au pire du cycle, le millésime moyen mondial a quand même fait 1,55 et 8,5 net positif. Donc, si tu veux, il y a deux choses. C'est beaucoup moins volatile que ne le sont les marchés cotés. Et il y a un autre élément qui n'est pas exactement le même, c'est décorréler des marchés cotés. Et tu vois que quand tu regardes la crise des subprimes et la bulle Internet, les moments de crise économique sont souvent des très bons moments pour investir. Notre CIO, Louis, te dit qu'en général, 1 an après les grandes crises économiques, c'est des moments vraiment très propices pour investir en private equity. Donc, tu as, si tu veux, cette moindre volatilité et cette décorrélation des marchés. Donc, les 3 facteurs qui motivent les institutionnels à investir en PE, c'est la taille du marché adressable. Les pépites sont essentiellement dans le non-coté, 20 fois plus dans le non-coté que dans le coté. C'est la surperformance massive, pratiquement double, et c'est la moindre volatilité. Alors, à la fin, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qui investit en PE et combien, Gauthier. Donc là, ce qu'on t'a mis à droite, c'est qu'il y a 4 animaux différents ici institutionnels, si je peux me permettre. Alors, le fonds de dotation, on n'est pas très familier des fonds de dotation en Europe. Donc ça, c'est le fonds de dotation des grandes universités américaines. Donc, quand tu étudies à Harvard, tu payes 100 000 euros de frais de scolarité par an pendant 5 ans. Et ensuite, quand tu es diplômé, tu vas donner de l'argent à l'école pour les remercier d'avoir payé 100 000 euros par an. Et donc, l'école a un fonds de dotation, c'est ça, c'est son trésor de guerre. Juste à titre anecdotique, Yale, Princeton, Stanford et Harvard ont des fonds de dotation d'à peu près 50 milliards de dollars chacune. Donc, c'est le trésor de guerre des universités qui a aucun besoin cash. Et ces fonds de dotation sont investis à 52% en moyenne en PE. Donc, ça ressemble un peu à des grandes familles, si tu veux. Il n'y a pas de contraintes financières, il n'y a pas de contraintes réglementaires. Donc, pour des animaux instits qui n'ont pas de contraintes réglementaires, tu es à plus de 50% du patrimoine total en PE. Maintenant, pour des animaux réglementés, donc les fonds de pension, donc le fonds de pension, c'est l'équivalent, le pension fund, c'est l'équivalent de la caisse de retraite, si tu veux. C'est le moteur des caisses de retraite dans les pays qui fonctionnent par système de CAPI. Donc les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et une partie de l'Europe du Nord et de l'Asie. Le private equity va représenter 22% de leur patrimoine total. C'est vraiment très important. Le moteur de la perte des fonds de retraite, c'est le PE, dans les retraites par CAPI. Les fonds souverains, c'est encore un autre animal. Donc ça, c'est les fonds qui gèrent l'excess cash des États et le trésor de guerre des États. Si tu veux, c'est les fonds qui vont gérer, qui vont préparer l'après-rente minière au Canada, pétrolière je dirais dans les pays du Golfe. Donc ces fonds souverains sont investis en moyenne dans le monde à 21% en PE. Et les compagnies d'assurance vie dans le monde, qui sont quand même très réglementées et qui ne peuvent pas avoir plus de 10% de leurs fonds propres plus de 10% en private equity, sont pratiquement à l'asymptote. Dans le monde, en moyenne, les compagnies d'assurance vie sont investies à 8% de leurs fonds propres totaux en PE. Ça, c'est la photo instit. Donc, tu entends souvent dire que les instits sont en moyenne investis à 15-20% en PE. Et tu as la photo détaillée à droite. Maintenant, les clients privés. Donc, en Europe, l'AFO, alors c'est intéressant. L'AFO, c'est l'Association française des family office. Elle sort un rapport annuel tous les ans. Pour les familles françaises qui ont plus de 200 millions de patrimoine, ces familles-là sont équipées, Gauthier, à 21% de leur patrimoine total en PE. Les mêmes familles aux États-Unis sont à 33%. Bon, parce que le PE est né aux US il y a 60 ans, en Europe il y a 40 ans et en Asie il y a 15 ans. Maintenant, où en sont les familles, les patrimoines aisés mais moyens, je dirais? Le client du money classique, à 0,1% de taux d'équipement. Alors, on peut revenir sur le pourquoi, mais la réalité, c'est que le ticket unitaire étant trop élevé, l'accès difficile, la connaissance peu partagée et l'écosystème d'accès très complexe, a aujourd'hui le taux d'équipement des clients privés en France et en Europe en général, de moins de 1%. Donc, très en dessous des standards instits et très en dessous de ce que les grandes familles font. Et si tu veux, c'est là la raison d'être d'Altaroc, c'est de permettre aux clients du money, à partir de 100 000 euros, de se bâtir un portefeuille de qualité institutionnelle. Mais je voulais présenter ce benchmark, on voulait présenter ça avec Olivia pour que les clients du money voient qui fait quoi en private equity. Voilà. Alors, nous, notre raison d'être chez Altaroc, c'est quoi? Quelle est la mission qu'on s'est fixée? Alors, évidemment, Gauthier, il n'y a pas de garantie parce qu'on n'est pas un assureur vie, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire? Nous, on a une ambition, si tu veux, c'est chaque année, on sort un seul produit, c'est le portefeuille, le vintage. Ce portefeuille, il est investi dans quoi? À 80%, il est investi dans 6 fonds de private equity. Et à 20%, il est investi dans des co-investissements directs, dans des deals directs, à côté des fonds qu'on a accompagnés. Et uniquement à côté des fonds qu'on a accompagnés, sans frais et sans carry d'interest. Il n'y a pas de performance fee et il n'y a pas de frais de gestion sur les co-investissements. Et les 80% dans lesquels que nous avons engagés chez des gérants primaires, notre ambition, Gauthier, je vais en parler,
c'est d'accompagner des fonds de ce qu'on appelle le premier quartile. Donc, le monde du private equity institutionnel est classé en ligue, comme le foot, si tu veux. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4. La Ligue 1, c'est ce qu'on appelle le premier quartile. C'est les 25% des meilleurs gérants mondiaux. La Ligue 2, c'est les gérants qui sont compris entre la position 25%, 50%, troisième et quatrième quartile, etc. Et tu as aussi, si je fais l'analogie avec le foot, le premier décile, c'est la Champions League. C'est les tout meilleurs fonds du monde. Regarde, la stat ici, elle est intéressante. La moyenne du PE mondial est à 13,4, c'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, sur 20 ans, net de frais. Mais la moyenne du premier quartile, elle est à 21,7. C'est incroyable, cet écart type, si tu veux. Tu as pratiquement 800 points de base d'écart entre la moyenne du private equity et la moyenne du premier quartile. Tu n'as pas ça sur les marchés cotés, c'est la raison d'être de Yomoni. La raison d'être de Yomoni, c'est si tu veux investir efficacement sur les marchés, tu es bien mieux dans un ETF avec des niveaux de frais très bas que sur un fonds actif dont l'écart de perf par rapport au marché est difficile à démontrer sur des durées longues. Dans le private equity, c'est l'effet inverse. Tu as un énorme écart type. Alors, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi ici, mais ce qu'on constate, Gauthier, c'est que sur les 20 ans passés, le premier quartile va battre la moyenne du marché de 800 points de base par an. Pour ceux qui ont suivi ma petite analogie tout à l'heure, j'ai dit que 13,5% par an pendant 20 ans, ça fait 12 fois la mise, si tu te souviens. 22% par an pendant 20 ans, ça fait plus de 50 fois la mise. Donc, le Graal absolu, si tu veux, c'est d'investir dans des fonds du premier quartile. Donc, le mandat qu'on s'est fixé chez Altaroc, la promesse qu'on essaye de remplir, c'est de proposer à nos clients, et à Maurice et moi les premiers, un portefeuille fait de 6 gérants historiques mondiaux du premier quartile, et surtout, des gérants qui ont été premier quartile et dont on a, nous, l'intime conviction qu'ils peuvent le rester. Je vais en parler tout à l'heure. Et donc, c'était important, ce slide, pour te donner une idée de ce qu'on essaye d'accomplir pour les clients du Yomoni. Alors, l'équipe d'investissement, on est 4, enfin, on est 5, je vais expliquer. Donc, 2 anciens patrons de fonds de private equity, Maurice et moi, qui connaissons très bien l'industrie, pour avoir été patron de fonds nous-mêmes, de grands fonds internationaux. Louis Flamand, qui est notre directeur des investissements. Donc, Louis, il fait ce métier d'investisseur institutionnel. Donc, lui, il n'a pas été patron de fonds, il était un grand instit. Ça fait 27 ans qu'il choisit des fonds. Donc, Louis, il a été pendant 8 ans le responsable mondial du private equity chez UBS, au sein de la banque privée. C'est lui qui sélectionnait tout le portefeuille de private equity des clients privés de la banque. Et ensuite, pendant 8 ans, il a été le responsable du programme de private equity chez MetLife, qui est un des plus gros assureurs vie au monde. Et Louis pilotait un programme de 20 milliards en PE. Voilà. Et Louis est accompagné par Dimitri Bernard. Dimitri a passé 5 ans chez Ardian, qui est un très grand fonds de private equity. Il a passé 3 ans chez Indosuez et puis il est chez nous depuis 3 ans aussi. Donc, tu as une équipe très expérimentée, avec d'anciens patrons de fonds et d'anciens investisseurs instits, qui fait le tour du monde pour trouver les meilleurs gérants pour le millésime. Alors, et on a évidemment une 5e personne. Il est vexé que j'ai pas mis sa photo. C'est notre directeur financier, qui est aussi le directeur financier du fonds Evergreen de Maurice, Eric Sabia. Et un point important, Gauthier, c'est que pour faire un deal, pour faire un engagement chez un gérant, il faut l'accord unanime de nous 5. Voilà. Donc, c'est vraiment une collégialité assez moderne, si tu veux. Alors, un point important, et les gens ne se rendent pas compte, j'ai expliqué tout à l'heure que le ticket d'entrée dans les grands fonds de private equity, il était très élevé. Je voudrais expliquer pourquoi, Gauthier. C'est que si tu prends un grand fonds de private equity, on va dire un grand fonds spécialisé dans les éditeurs de logiciels, un fonds de 2 milliards qui a livré 25% net à ses investisseurs historiques, eh bien, tous les investisseurs historiques, quand ils lèvent son prochain fonds, veulent revenir. Bon. Et en général, ils veulent lui confier au gérant plus qu'ils ne lui ont confié la fois passée. Mais il y a un problème. Pour livrer 25% de rendement net par an, le fonds a des critères de beauté sur ses cibles extrêmement exigeants. Et l'univers adressable de ces sociétés n'est pas infini, si tu veux. Il y a un nombre limité de sociétés qui correspondent aux critères de beauté du gérant. Et donc, la réalité, c'est que son univers de chasse n'est pas infini. Alors, est-ce que quand il a levé un fonds de 2 milliards, il peut lever un fonds de 2,5 milliards? Oui. Est-ce qu'il peut lever un fonds de 5 milliards? Non. En tout cas, il ne pourra pas livrer la même performance historique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un fonds de 2,5 milliards. Mais typiquement, si le fonds est premier quartile, les investisseurs historiques du gérant veulent tous revenir, il n'y a même plus de place pour les nouveaux investisseurs. Donc c'est un monde dans lequel l'accès est très difficile. Je fais souvent une analogie, enfin Olivier et moi on fait souvent une analogie avec les grands vins si tu veux. Tu veux 2000 bouteilles chez Romann et Conti, bah, tu peux les appeler, tu peux être le plus grand milliardaire chinois ou américain, tu ne les auras pas parce que les bouteilles ont été allouées à des vignerons, enfin à des cavistes partenaires, à des restaurateurs historiques partenaires ou à des clients collectionneurs et amateurs de grands vins historiques
Mais c'est pareil avec le private equity. Les grands fonds préfèrent travailler avec un petit nombre de clients historiques qu'avec un grand nombre de clients retail. Et donc, typiquement, ils vont travailler, les gens ne se rendent pas compte, mais un fonds de 2 ou 3 milliards aura 40 clients. 40 clients à 50, 70 millions en moyenne. Donc, ils prendront personne à moins de 30 et ils auront des clients jusqu'à 300 millions. Donc, la réalité, c'est que c'est très compliqué de rentrer dans ces fonds. Et même si tu as les capitaux et que le gérant ne te connaît pas, tu as beaucoup de mal à rentrer. Donc, ce que nous vendons chez Altaroc, c'est aussi l'accès à ces gérants difficiles. Et on essaye chaque année d'en offrir 6 dans un portefeuille diversifié. Alors, comment est-ce qu'on choisit nos gérants? Parce que c'est un point important. Dans le monde des private assets, tu as à peu près 2000 gérants qui lèvent de l'argent tous les ans, Gauthier. Comment on en choisit 6? Alors déjà, si tu te souviens, on a dit qu'on ne se concentrait que sur le growth et le buyout. Au sein du private equity, c'est évidemment un premier critère de tri. Donc, on ne fait pas d'IMO, on ne fait pas d'infra, on ne fait pas d'impact, on ne fait pas de dette. Donc, on ne fait pas de venture, on ne fait pas de turnaround, on fait que du growth et du buyout. C'est le premier filtre, si tu veux, du tamis. La deuxième chose, on ne s'intéresse qu'à des sociétés de gestion qui ont au moins 20 ans de track record. Donc ça, c'est un critère extrêmement exigeant. Donc, on ne va pas accompagner une société de gestion qui a 10 ans d'existence. On pense que c'est pas assez. On veut les avoir vus à l'œuvre dans des crises économiques sévères. On veut voir comment les fondateurs historiques ont su passer la main aux générations nouvelles d'associés, si tu veux. On veut voir des successions réussies à la tête de ces firmes. Donc, il faut 20 ans. Donc, on a un critère de longévité. On a aussi un critère de performance. On veut évidemment des gérants dont le plus mauvais fonds, sur les 20 ans passés, a livré au moins 15% net de TRI et au moins 2 fois les mises cash en cash. Et enfin, on veut des fonds qui lèvent au moins 1 milliard et qui gèrent au moins 5 milliards. Pourquoi? Parce que des fonds qui lèvent moins d'1 milliard, ils peuvent très bien performer, mais ils sont en général très dépendants de une ou deux personnes clés. Si cette personne s'en va, le fonds est en péril, si tu veux, et on l'a vu par le passé. Donc, pour ne pas prendre de risque intuitu personnel, on va se concentrer sur des fonds de taille, je dirais, mid-size plus. Donc, on a ce critère de taille critique. Quand on applique ces critères, LBO et growth only, longévité, performance et taille critique, il y a à peu près 100 fonds par an qui nous plaisent. Alors, on va appliquer 2 autres filtres, Gauthier, un filtre secteur et un filtre pays. Sur le pays, on a une conviction absolue, c'est même pas un sentiment, c'est un fait. Le meilleur du private equity mondial, il est américain. Pas parce que les Américains sont plus intelligents, parce qu'ils ont démarré avant nous. L'écosystème du private equity a été développé aux US il y a 60 ans. En Europe, il y a vraiment 35 ans et en Asie, il y a 15 ans. Donc, si je poursuis, si tu me permets mon analogie avec le vin, pour l'instant, le meilleur Bordeaux du monde, il est français. Parce qu'on fait ça depuis 2000 ans. Alors, les grands Bordeaux chinois, ils seront peut-être bons un jour, mais ils ne sont pas bons aujourd'hui. Le private equity américain est bien meilleur que le private equity européen. Il y a à peu près 500 à 600 bips d'écart entre un premier quartile US et un premier quartile européen. Donc, aujourd'hui, nous, on a décidé, dans la construction du portefeuille, que 45% de notre portefeuille serait américain, 45% de notre portefeuille serait européen, et si on y arrive, 10% serait Asie et reste du monde. Donc ça, c'est sur les pays, et donc l'exposition, je dirais, géographique. Et maintenant, on a une autre conviction sur les secteurs. Le monde du private equity est extrêmement compétitif, de plus en plus compétitif, et notre conviction à nous, c'est que les fonds généralistes, donc les fonds qui s'intéressent à tous les secteurs d'activité, auront du mal à battre la perf moyenne du marché. Donc, on a décidé, et c'est un vrai parti pris éditorial, si tu veux, de ne se concentrer que sur ce qu'on appelle des fonds verticaux. C'est-à-dire des fonds ultra spécialisés sur une ou deux verticales. Et on a aussi choisi des verticales dans lesquelles on a confiance dans la résilience du secteur, la cyclicité du secteur et le fait que le secteur sous-jacent est, je dirais, est sous-tendu par une porteuse très bien orientée. Donc, on a 4 verticales auxquelles on croit. Les éditeurs de logiciels sur le cloud, qui est un marché en très forte croissance, encore peu pénétré. Donc, les éditeurs, ce qu'on appelle SaaS, qui vendent des solutions, enfin, plutôt des abonnements d'ailleurs sur le cloud, à des entreprises. Donc, on est plutôt sur des solutions B2B que B2C. Et on aime bien les éditeurs de logiciels qui vendent des solutions qu'on appelle mission critical à leurs clients, entreprises, surtout dans des secteurs où les clients sont fragmentés avec des positions technologiques très fortes. Donc ça, c'est le cœur de notre portefeuille. On a ensuite 20% qui est investi dans ce qu'on appelle les services de santé, 20% dans ce qu'on appelle les services aux entreprises, le business services, et enfin 10% dans ce qu'on appelle les places de marché digitales pour les clients privés. Donc ce sont des fonds de private equity qui cherchent à accompagner des Amazon, des Netflix ou des Airbnb. Voilà, donc c'est un vrai prisme éditorial si tu veux. Donc dans nos portefeuilles, tu n'as pas d'industrie, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'utility, tu n'as pas de services financiers. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, au prix auquel le marché du private equity traite, tu auras du mal à battre le marché si tu t'intéresses
au secteur qu'on vient d'exclure. Donc, on a un vrai parti pris, si tu veux, je dirais, pays et secteur. Donc, à la fin, quand je regarde nos critères quanti, il va rester 20 à 25 gérants qui nous font rêver chaque année. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Les 5 d'entre nous, donc Maurice, Louis, Dimitri, Eric et moi, on va aller camper chez ces gérants et on va conduire des due deals très profondes qui vont durer, je dirais, 2 à 6 mois. On a 25 critères de diligence. On va rencontrer les 15 partenaires clés chez chacun de ces gérants, one by one, et on va essayer de se convaincre qu'ils sont très cohérents entre eux sur la stratégie, la vision, la qualité des équipes, les talents des équipes, la qualité du portefeuille, la qualité de transformation des portefeuilles, la qualité de suivi des portefeuilles. Donc, on a toute une série de critères de diligence très éprouvés pour essayer d'aller chercher, parmi ces gérants du premier quartile historique, Gauthier, ceux qui, à notre avis, sont capables de répliquer demain la performance d'hier. Donc, tu as toujours un caveat qui dit la performance passée ne peut évidemment pas être garantie, mais notre méthode de travail a pour ambition d'essayer de se conforter sur la capacité des gérants à répéter la performance historique. Alors, un petit mot. Alors, évidemment, on est article 8 pour ceux que ça intéresse, donc on est au top de l'ESG. Maurice et moi sommes très investisseurs dans les millésimes, je t'en ai parlé. Alors, un petit mot sur les gérants qu'on a choisis, parce que ça, c'est important. Donc, il nous reste, je crois, encore 2 mois sur la période de collecte de ce millésime. On les ouvre du 1er avril d'une année donnée au 31 mars de l'année suivante. Sur les 6 gérants, on en a déjà sélectionné et investi chez 5 d'entre eux. Le 6e, on n'y a pas encore investi parce qu'il n'a pas encore ouvert sa période de souscription. Et un petit mot sur la qualité des gérants, Gauthier. Donc, en Europe, on a choisi 2 gérants. Un gérant de LBO qui s'appelle Bridgepoint et on a choisi son fonds Bridgepoint Development Capital. C'est un fonds de LBO mid-market qui est présent sur nos secteurs de prédilection. Bridgepoint est un des plus vieux gérants de private equity européens, 40 ans d'histoire et de track. Il a déployé 41 milliards sur sa stratégie LBO mid-market. Et sur cette stratégie, sur les millésimes mûrs, il a livré 30% de TRI net et en moyenne 2,6 fois la mise net de frais et de carry. Donc une perf absolument remarquable et un focus exclusivement européen. Et sur la stratégie growth en Europe, on a choisi Vitruvian, qui est un spin-off d'Apax UK d'il y a 20 ans. Eux sont investisseurs minoritaires dans des sociétés en hypercroissance sur 2 verticales qu'on apprécie beaucoup, qui sont les éditeurs de logiciels sur le cloud et les services de santé. Ils ont déployé 16 milliards sur les 20 ans passés avec un TRI net de 23% et un multiple de mise net de 2,6. Alors un point important, Gauthier, alors tu me diras pourquoi c'est 23 et pas 30, bien que le 23 soit encore spectaculaire. Souviens-toi que dans les fonds de growth, il n'y a pas de levier. Donc ça, c'est une perf qui est faite sans recours à l'effet de levier. Et aux États-Unis, on a investi chez 3 fonds. Donc en growth, on a investi chez Summit, qui à notre avis est juste le meilleur gérant du monde en growth, et il levait cette année, donc on en a profité. 40 ans d'histoire, 40 ans de track record, 37 milliards déployés. C'est les 2 mêmes verticales de spécialité que Vitruvian. Donc les éditeurs de logiciels sur le cloud en B2B et les services de santé. Regarde la perf, 33% de TRI net et 2,9 fois la mise nette. Et sur le monde du buyout, aux États-Unis, on a décidé d'accompagner 2 fonds du gérant Thomas Bravo. Donc ça, c'est un gérant très particulier qui ne fait des LBO que chez les éditeurs de logiciels sur le cloud et qui se concentre sur 4 sous-verticales qui sont la paye, les ressources humaines, la compta et la cybersécurité. Donc on est chez un gérant, Gauthier, ultra spécialisé. Il y a 220 professionnels dans l'équipe d'investissement qui se considèrent presque comme des éditeurs de logiciels, plus comme des éditeurs de logiciels qui font de la finance que comme des fonds de private equity qui font du logiciel, si tu veux. Donc là, on est chez un gérant qui a déployé depuis 27 ans 140 milliards et qui a livré une perf nette de 29% de TRI et 2,9 fois la mise. Voilà. Donc, tu as une idée un petit peu de la qualité des gérants que nous sommes allés chercher. Je le redis pour nos auditeurs ce soir, c'est très compliqué d'avoir de l'accès chez ces fonds-là et ça donne un peu une idée de la qualité du portefeuille. Alors, ça, si tu veux, c'est le produit qu'on vend au quotidien, donc c'est notre millésime annuel. Et là, je voulais l'illustrer pour nos auditeurs. Voilà les 5 gérants sur les 6 qu'on a retenus aujourd'hui, dans lesquels on a déjà souscrit. Donc, pour ceux des auditeurs qui seraient intéressés par le produit ce soir, vous avez déjà une excellente visibilité sur les gérants qu'on a retenus. S'il me reste 5 minutes, Gauthier, je voudrais, si tu me permets, faire un petit mot sur une perspective un peu différente. Alors, un point important. Si un client YoMoney veut souscrire, on va dire 100 000 ou 200 000 euros, comment ça marche? Vous ne pouvez pas nous envoyer l'intégralité des fonds le premier jour parce qu'on n'en a pas besoin. Souvenez-vous que nos gérants déploient sur 5 ans. Donc, pour vous simplifier la vie, on a décidé d'appeler les fonds dans le cadre d'un abonnement. Donc, en fait, on a mis en place un abonnement comme sur Netflix
Pour quelqu'un qui aurait engagé 100 000 euros, Gauthier, il va être appelé le 1er avril de chaque année et le 1er octobre de chaque année à hauteur de 10% de son engagement. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a mis 100 000 euros sera appelé à hauteur de 10 000 euros par semestre, tous les ans pendant 5 ans. Alors, juste une chose, parce que c'est important de le réaliser, les fonds de private equity, donc les 6 fonds dans lesquels on aura investi, font entre 5 et 10 appels par an chacun. Ils appellent les fonds quand ils achètent une société, quand ils ont des frais de gestion à facturer, quand ils font des acquisitions complémentaires sur des plateformes ou même quand ils ont des frais de gestion à payer sur des deals ratés. Ils font entre 5 à 10 appels. Quand tu as un portefeuille de 6 fonds, c'est-à-dire que tu as entre 30 et 60 appels. Si j'appelais les clients de Yomoni 30 à 60 fois par an, ils ne sont pas organisés pour le gérer. Donc, pour simplifier l'écosystème, on a mis en place cet abonnement qui est un point important. Le client Yomoni sait exactement quand il est appelé et de combien il est appelé. Donc, ça, c'est très important. Deuxième point important, le modèle de cash flow. Donc, pour un client Yomoni qui a engagé 100 000 euros, les boîtes vertes en haut, c'est la date et les quantums d'appel. Donc, le client ou la cliente est appelé à hauteur de 20% par an pendant 5 ans. En fait, 10 K euros par semestre, si tu veux. Donc, ça, c'est les boîtes vertes. Elles sont connues. Maintenant, combien ce portefeuille Altaroc peut rapporter? Alors, juste un petit point, je reviens en arrière, tu m'excuses pour la visio. Regarde nos gérants. Historiquement, nos gérants, Gauthier, ils ont livré en moyenne 2,8 fois la mise et en moyenne 27,5% de TRI net. Ça n'est pas l'hypothèse qu'on a prise. Donc, dans la modélisation de nos projections, tu te souviens du fameux 13,5 qui est la perf moyenne mondiale du private equity? C'est sur cette base historique qu'on a calé nos projections. Donc, nos millésimes, ils sont modélisés sur un TRI net à 13,5, avant impôt, évidemment, et un multiple de mise à 1,7. Et c'est-à-dire que quand un client engage 100 000, il va récupérer 170 000. À quelle vitesse? Eh bien, en moyenne, sur les 20 ans passés, ces 170 000, il les aura récupérés 10 000 en année 4 et en année 5, 40 000 en année 6 et 40 000 en année 7. Ce qui fait que typiquement, en fin d'année 7, là où la cliente a récupéré 10, 10, 40, 40, ça fait 100 000 euros. Il a 2 ans après son dernier appel de fonds, il a récupéré sa mise et sa plus-value en cash, il l'a récupéré à hauteur de 25, 25, 20 sur les années 8, 9, 10. Alors, le client a récupéré 170 sur 100 d'engagés, ça fait 1,7 fois la mise. Maintenant, si tu regardes ce qu'on appelle net de recyclage, parce que le client Yomoni, il est appelé de 20 000 euros en année 4, mais il va recevoir 10 000 euros de distribution, donc il pourra utiliser 10 000 euros de distribution pour financer ses 20 000, ce qui fait qu'en fait, il peut financer 100 000 euros d'engagement avec 80 000 euros de cash. Évidemment, dans ce cas-là, il ne touchera pas 170, mais 170 moins 20 égale 150. Donc, si tu veux, on peut regarder ce millésime moyen de private equity de deux façons, Guillaume. On peut dire que en brut, il rapporte 170 sur 100 d'engagés, mais en net, il rapporte 150 sur 80 de tirés. 150 sur 80, ça fait 1,88, donc c'est pour ça que tu entends souvent dire le PE en moyenne rapporte 2 fois la mise. Bon. Maintenant, ça c'est, si tu veux, on en a vendu pour 1,4 milliard de ces produits-là. Maintenant, on a voulu apporter quelque chose de plus aux clients d'Yomoni, et c'est quoi? C'est de se dire, si je peux me permettre, faire un millésime Altaroc, c'est pas une stratégie PE. C'est un très bon déploiement de capital, mais ce n'est pas une stratégie. Pourquoi? Parce que ton capital est tiré sur 5 ans, en année 7, il t'est remboursé, en année 10, ta plus-value t'est remboursée, ton produit est fini. Donc en année 10, tu n'as plus de capital au travail. Donc c'est pas une stratégie en soi. Donc en fait, ça c'était Altaroc 1.0, ce qu'on appelle le millésime. Ce qu'on a voulu créer dans ce qu'on a appelé Altaroc 2.0, sans être prétentieux, c'est la stratégie PE. On a voulu donner les moyens aux clients Yomoni, évidemment aux conseillers Yomoni, de se construire une stratégie patrimoniale complète, comme le font les instituts. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est comment on peut utiliser le millésime comme un Lego de base, si tu veux, pour dire comment je peux utiliser ce Lego millésimé pour me bâtir une stratégie. Et si tu veux, je vais illustrer, là, j'ai pas le temps de tout illustrer sur la visio, et évidemment, les clients intéressés parleront avec un conseiller Yomoni, mais il y a 2 grandes stratégies chez les instituts. Il y a ce qu'on appelle la stratégie du fonds de pension. Je veux servir une rente à mes administrés. Et il y a la stratégie du fonds de dotation qui est, j'ai pas de rente à servir, je veux capitaliser mes distributions et sur un horizon de temps donné, je veux essayer de livrer un quantum fixe sur un horizon donné. Donc, tu es un entrepreneur, tu as vendu ta boîte pour 20 millions, tu aimerais transmettre à tes enfants ou à tes petits-enfants 5 millions dans 22 ans. Et tu veux surtout pas de distribution dans l'intervalle, donc tu veux que ton capital travaille et soit recyclé. C'est ce qu'on appelle l'Endowment Fund Strategy. Donc, tu as 2 grandes stratégies. Et ce que je voudrais montrer aux auditeurs ce soir, je vais faire que la pension fund, c'est comment utiliser la brique millésimée pour servir la stratégie fonds de pension. Donc, je vais montrer comment un fonds de pension fonctionne. Je le fais en 5 minutes, Gauthier. J'essaye.
Regarde, pour faire un millésime, on a dit tu peux faire un millésime avec 80 de décaissement et non pas 100. Si je fais un millésime suivi d'un deuxième millésime fait un an plus tard, je peux les financer non pas avec 200K euros et non pas avec 160 même, mais comme il y a plus de recyclage, Gauthier, je peux faire ça avec 150K euros. Je peux financer 6 millésimes consécutifs faits un an après l'autre, non pas avec 600K euros, mais avec 310K euros. Et ce qui est très intéressant, et je finirai par ça, c'est qu'à partir de la 7e année, quand je refais un millésime, les distributions des millésimes passés vont être plus importantes que les appels de fonds des millésimes futurs. Ça veut dire que quand tu as amorcé la pompe au bout de 6 millésimes, tes distributions des précédents millésimes vont te servir à faire plus que financer tes appels de fonds. Je te montre ça mathématiquement. Prends un client Yomoney ou une cliente Yomoney qui fait 100 000 euros d'engagement par an. Donc en année 1, j'ai engagé 100 000. Je suis appelé à hauteur de 20%. Donc mon premier appel de fonds, il est de 20 000. En année 2, combien j'ai d'appels de fonds? J'ai 20% qui est le deuxième appel de fonds du millésime 1, plus 20% qui est le premier appel de fonds du millésime 2, donc je suis appelé à 40 000. En année 3, 60, 80, 100. Mais à partir de l'année 6, mon millésime 1 a été totalement appelé, il est éteint si tu veux. Donc à partir de l'année 6, en régime de croisière, je suis appelé à 100 000. Maintenant, sur mes distribs, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de distrib avant l'année 3. Souviens-toi que la première distrib, c'est 10% en année 4. Donc j'ai 10 000. En année 5, j'ai quoi? J'ai ma deuxième distribution du premier millésime de 10%, donc 10 000, plus ma première distribution du millésime de 10 000, je touche 20 000. Et quand tu pousses les chiffres, ça n'est qu'une concaténation sur Excel. En année 10, tu touches ton fameux 1.7, 170 000 euros. Alors regarde ce qui se passe. Pour financer tes 6 premiers millésimes, ça va te coûter en cash total décaissé 310 000 euros. C'est ma slide de tout à l'heure, si tu te souviens. À partir de l'année 7, mes distributions sont égales à mes appels de fonds. Et à partir de l'année 8, elles sont supérieures. Et en année 10, j'atteins mon régime de croisière. J'ai 170 000 de distrib et j'ai 100 000 d'appels. Donc j'ai 70 000, je vais appeler ça de loyer de private equity net récurrent perpétuel. Ce que je dis, Gauthier, c'est que pour le client Yomoney qui a décidé cette stratégie, il n'y est pas du tout obligé. Mais pour le client Yomoney qui a choisi cette stratégie, à partir de l'année 7, il continue à engager sans que ça lui coûte en cash. Et ce que ça fait, c'est qu'en année 10, il a, si je raisonne dans le monde fonds de pension, une rente pour servir des administrés, pour se servir lui-même. Il a une rente à vos impôts de 70 000 euros. Alors juste pour préempter une question que tu m'as pas encore posée, est-ce qu'il y a une magie dans ces chiffres? Pas du tout. Si tu regardes le TRI, le rendement des flux, il n'est que de 13,4. Par contre, en concaténant les millésimes et en pilotant efficacement le recyclage, j'arrive à créer une chaîne de cash flow récurrente et perpétuelle. Donc, pour le client Yomoney qui a fait ça, il a mis 310 000 euros au travail et il a un loyer récurrent permanent de 70 000 euros à partir de l'année 10. Ça veut dire que si le client a décidé de faire ça, après, il y a plein de façons intelligentes de l'encapsuler pour des raisons patrimoniales et je sais que le conseiller Yomoney recommandera plein de choses intelligentes de démembrement et de propriété. On en parlera, j'ai pas le temps ici. Mais on peut créer, si je peux me permettre, une rente permanente qu'on peut consommer pour soi si on le souhaite ou transmettre à ses héritiers dans le cadre d'un programme de démembrement du propriété usufruit. Donc là, si tu veux, je voulais montrer aux auditeurs ce soir qu'en concaténant des millésimes, on peut se bâtir une stratégie de fonds de pension. Alors, si on veut la faire parfaitement, il faut accepter de mettre 300 000 euros au travail sur 6 ans. Alors, certains auditeurs ce soir seront pas prêts à mettre 310 000 euros au travail. C'est pas du tout nécessaire, Gauthier. Tu peux décider de faire un millésime pour commencer, puis d'en faire un autre une année à venir. Je voulais juste montrer, si tu veux, comment, en concaténant l'usage des millésimes, tu pouvais te bâtir une vraie stratégie patrimoniale à base de support PE. Voilà, en 2 mots. C'est très clair, Frédéric. Merci beaucoup. Alors, tu as fait tomber pas mal d'a priori ce soir. Il y en a un que tu as fait tomber qui nous revient très, très souvent en rendez-vous. C'est une société qui a réussi. C'est une société qui est cotée. Tu nous as démontré que non seulement pas forcément, ce qui ne veut pas dire que les sociétés cotées sont pas intéressantes. Bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est un point qui est extrêmement important. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce qui se passe une fois qu'on devient un client Altaroc, puisque on vous fait la passe. D'ailleurs, je précise qu'on fait la passe qui nous permet de vous faire bénéficier d'une absence totale de frais d'entrée. Il n'y a pas de droit quand vous venez de la part de Yomoney. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Frédéric? C'est quoi le suivi une fois qu'on devient investisseur? Alors, une fois que vous devenez le client
devient investisseur, déjà, il a accès à un espace digital, il a un CRM qu'on lui a fait, Gauthier, donc il peut suivre sur son téléphone portable, sur son PC, sur son iPad, toute sa vie Altaroc. Il aura, par le biais d'Yomoney, 2 notifications d'appel de fonds par an. Donc, il ou elle sera appelé uniquement à hauteur de 10% de son engagement, 1er avril, 1er octobre. Il aura accès à un reporting trimestriel extrêmement détaillé. Donc, pour les passionnés, il y a beaucoup d'infos qui arrivent tous les trimestres, Gauthier. Donc, tu peux suivre, ça dépend de ton niveau d'intérêt, mais tu peux suivre en consolidant ton portefeuille ou en transparisation, par gérant, par pays, par secteur. Donc, le client ou la cliente peut suivre tout ce qui se passe avec un niveau de granularité absolument exceptionnel que personne ne fait, même dans le monde instit. Donc, le client a accès à énormément d'informations sur la performance de son portefeuille, ça c'est une chose. Le client ou la cliente a aussi accès à énormément d'informations sur la vie des sociétés sous-jacentes et sur la vie des gérants. Donc, à titre d'information, Gauthier, on publie 250 vidéos par an, faites par nous. J'ai 13 personnes au marketing qui font pas du tout de la pub. Elles produisent des contenus sur les gérants qu'on accompagne et les sociétés qu'ils financent. Donc, on sort à peu près, on doit sortir 10 à 20 nouvelles vidéos tous les mois. On va interviewer les patrons des sociétés, les patrons des fonds, donc pour fournir beaucoup de contenu à ceux des clients ou des clientes que ça intéressera. Ensuite, le ou la cliente a accès à beaucoup de matériel de formation pour celui ou celle qui veut se former au private equity, tant sur notre site que sur son espace investisseur. Et enfin, il y a la capacité de nous interroger pour toutes les questions que les clients ont. Alors, d'abord, interroger Yomoney. Et les conseillers de Yomoney sont très bien formés à l'offre Altaroc. Et si tant est que, je dirais, la réponse ne soit pas suffisante, les conseillers Yomoney nous appellent très régulièrement pour des compléments techniques. On a un call center de 8 personnes. On prend 3000 appels entrants par mois, donc 150 appels jour, Gauthier. Pas de clients finaux, je te rassure, de CGP qui nous ont appelés parce qu'ils ont des questions techniques d'un client, des questions sur des comptes qui sont durs à comprendre, des sujets fiscaux sur lesquels ils veulent être aidés. Donc, on a, si tu veux, tout un écosystème industriel pour aider le client de Yomoney et surtout pour que sa vie soit simple, Gauthier. Donc, nous, on voulait absolument que sa vie soit simple et qu'elle soit extrêmement lisible. Voilà. Autre question qui revient souvent, Frédéric, pas mal de personnes physiques qui sont investisseurs, d'autres qui nous posent la question d'holding patrimonial. Est-ce qu'on peut, en tant que personne morale, devenir investisseur avec Altaroc? Bien sûr. Alors, pardon, j'aurais dû le dire au début, Gauthier, je m'en excuse. Tu peux souscrire en tant que personne physique, tu peux souscrire en tant que personne morale et tu peux souscrire par tous les contrats luxembourgeois que tu le souhaites en termes d'assurance vie. Donc, on est référencé partout au luxe, Capi et Vie au luxe. Donc, évidemment, holding patrimonial, holding soumise à l'IS, il n'y a aucun problème, ou personne physique. Donc, PMPP, les deux fonctionnent tout aussi bien. Et, pardon, j'aurais dû dire une chose, Gauthier, parce que c'est important. Pour le ou la cliente qui veut souscrire à Altaroc, la souscription, elle prend 5 minutes. Donc, ça, c'est aussi un point important. Tu te souviens, j'ai dit au début que je voulais être la love brand des back-office. Alors, on a fait un travail avec Yomoney de connexion de nos back-office. Donc, c'est vraiment une expérience client qui est fluide, qui est simple au moment de la souscription et surtout, ensuite, au moment du suivi de la participation. Donc, là où la cliente peut suivre de façon très simple la vie de son investissement. Tu as parlé beaucoup d'historique, de performance. Tu as parlé finalement de stabilité aussi de cette performance dans le temps. Alors, en introduction, je parlais de cet environnement financier, de cet environnement politique, anxiogène, de ces conflits géopolitiques. T'as pas de boule de cristal, pas plus que moi, mais est-ce que tu peux nous dresser rapidement peut-être quelques perspectives? Alors, les hypothèses que tu as retenues et sur lesquelles tu t'es appuyé ce soir sont des hypothèses qui sont pas particulièrement optimistes. Comment tu projettes le PE dans les années qui viennent? Je vais te donner notre vision à nous. Enfin, je vais te donner la vision de Louis, Maurice et moi. Nous, on pense que, je vais revenir sur une slide si tu me permets. Je vais essayer je vais être très honnête et je vais te donner notre vision. Et ce qui est important, c'est que, n'oublie pas, Maurice et moi sommes de gros investisseurs dans les fonds. Donc, quand je te donne notre vision, c'est surtout notre vision en tant qu'investisseur d'ailleurs. Les gérants qu'on a accompagnés ont fait des performances, je vais utiliser le terme spectaculaire. Quand on regarde le multiple de mise net et le TRI net de ces fonds, il est spectaculaire. Ces gérants sont assez convaincus qu'ils vont continuer à livrer cette performance-là. Moi, je pense pas. Ma conviction, la conviction de Maurice, la conviction de Louis, c'est que les perfs du private equity, elles vont baisser. Pas parce que les gérants vont être moins bons, parce que l'environnement compétitif est de plus en plus dur, si tu veux. Donc, livrer à l'avenir 27% de TRI net, ça va être extraordinairement compliqué. Donc, on a, nous, la conviction que la classe d'actifs reste totalement surperformante. Souviens-toi, la moyenne des marchés cotés, c'est 7,5. La moyenne du premier quartile, c'est 21,5.
c'est monstrueux, c'est 3 fois la perf. Donc, notre conviction à nous, c'est que le premier quartile va perdre, 2, 3, 4 points de performance nette. Ça va rester phénoménal. Mais notre conviction à nous, je suis très honnête, c'est que les performances du private equity, elles resteront en valeur absolue spectaculaires, mais un peu moins élevées que par le passé. En valeur relative, l'écart entre les marchés cotés et le PE restera identique. Mais notre conviction, c'est qu'en valeur absolue, la perf va un peu baisser. Donc, ça va rester une excellente classe d'actifs. On a modélisé une baisse par rapport à la perf historique. Nos gérants restent remarquables. On pense, alors la classe d'actifs, elle est tout autant plébiscitée, si ce n'est plus, par les instituts aujourd'hui qu'hier. Un petit point important, Gauthier, la taille du marché institut, c'est 6 000 milliards de dollars. Donc, si tu veux, les institutionnels ont un stock géré par des fonds de PE de 6 trillions et ils mettent à peu près 1 trillion de new money au travail de plus tous les ans. Donc, le marché, il croît de 15% par an. Donc, le marché institut de PE, il n'arrête pas de croître parce que c'est la meilleure classe d'actifs en termes de perf et de vol. Mais, néanmoins, notre vision à nous, c'est qu'il va être difficile de maintenir le niveau de perf absolu du passé. Bon, je vais dire un truc, si le premier quartile livre 18 et pas 22, ça restera absolument fabuleux. Donc, notre conviction, c'est que ça reste très intéressant. Alors après, il y a un élément conjoncturel, si tu veux, c'est que 2022 a été une année de forte baisse des marchés. Le private equity, il y a toujours un temps de latence. Il a quand même mis 2 ans, les prix ont mis 2 ans à s'ajuster. Aujourd'hui, les prix d'entrée sur le marché du private equity par rapport à il y a 2 ans, ils ont baissé de 25%. Tu le vois sur tous les graphes et toutes les stats. Donc, ce que te disent quand même les grands fonds, c'est que tu as des points d'entrée qui sont quand même très attractifs. On est revenu à des moyennes historiques raisonnables de prix d'entrée. Donc, je ne sais pas si le millésime 24 sera le meilleur point d'entrée, mais on est sur des points d'entrée qui sont vraiment intéressants. Alors, tu me diras, comment est-ce que tu réconcilies ça, Frédéric, avec le fait que ta vision que les TRI vont baisser? Je suis un peu partagé. Si tu me demandes en tendanciel sur 10 ans ou 15 ans, je pense que les rendements vont baisser. À l'instant T, je pense néanmoins que ce sont des bons millésimes pour rentrer parce qu'on est sur des points de valo attractifs dans le cycle. Donc, on reste très convaincu par la classe d'actifs. Maurice et moi, on a fait un commitment de 33 millions à nouveau sur ce millésime. Mais j'essaye de donner une vision raisonnable. Dans nos projections à 13,5 net, c'est des niveaux de valo des niveaux de projection sur lesquels on est très confort, qui sont très en dessous de la perf historique de nos gérants. Pas parce qu'on pense qu'ils vont être moins bons, parce qu'on a mis une marge de prudence très conséquente dans le modèle, si tu veux. Ok, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on peut retenir là en synthèse, si on devait résumer cette intervention en 3 points, Frédéric? On peut retenir que on a rendu les choses simples, si tu veux, Gauthier. C'est que hier, le client Yomoni voulait investir en private equity, c'était très compliqué. Donc, si tu veux, on a rendu l'accès à un portefeuille clé en main très simple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une équipe très importante qui fait ça. Donc, on est 70 personnes. On est de loin la plus grosse équipe du marché en Europe, Gauthier, pour faire ça. Le PE incite pour les clients privés. On ne fait que ça. Donc, on a le client Yomoni peut se rassurer, je pense, sur l'infrastructure qu'on a bâtie. Et le troisième point, c'est que le client Yomoni, il peut utiliser les briques Altaroc, évidemment, pour se faire un très bon millésime de temps en temps, mais aussi pour se bâtir une vraie stratégie patrimoniale. Et moi, je raisonne à voix haute. Je suis client Yomoni, je me suis bâti une stratégie equity par les index, qui ont fait quand même le succès de Yomoni. Là, je me dis, tiens, c'est intéressant. Je peux me bâtir une stratégie PE en utilisant la brique Altaroc. Donc, pour moi, c'est ce triptyque. C'est un produit simple, mondial et très performant. C'est des ressources énormes qu'on a mis à disposition et c'est la capacité de bâtir une stratégie mondiale de PE. Si tu veux, c'est sa jambe PE. On peut la bâtir chez Yomoni avec les briques Altaroc. Super, Fred. Écoutez, ce que je pense, c'est qu'on peut se fixer comme prochaine étape de vous entretenir, pousser peut-être un peu la réflexion avec un conseiller Yomoni. Il y a 2 choses qu'on va faire, c'est mettre à votre disposition évidemment l'enregistrement de ce webinaire. C'est un calendrier aussi accessible sur notre site qui vous permet de prendre rendez-vous pour pousser, si vous le souhaitez, la réflexion un petit peu plus loin. Je vous dis à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Merci infiniment, Frédéric. Merci Gauthier de ton invitation.